Si vous avez des douleurs, c'est probablement parce que vous manquez de mobilité. Il faut donc travailler votre mobilité avec des exercices spécifiques pour aller mieux. Ça, c'est une vision qu'on retrouve chez certains coachs qui vont vous parler de méthodes FRC, de paille-rail ou de rotation articulaire contrôlée. Et globalement, ces approches, elles ont beaucoup de bénéfices. Et je partage leur vision du corps, un corps qui est solide, qui est adaptable et capable de bouger dans toutes les directions. Mais les fans de mobilité peuvent parfois aller un petit peu trop loin en ayant des prétentions qui ne sont a priori pas fondées scientifiquement. On a décidé d'en discuter avec Anthony Halimi, qui est kinésithérapeute et formateur, et on va aussi revenir sur un débat qui a fait rage dernièrement sur Instagram, sur le fait que le syndrome du piriforme n'existe pas. C'est un nouveau format qu'on va animer régulièrement dans lequel on discute de façon détendue de sujets en rapport avec la prise en charge de la douleur et l'actualité de nos professions. Bon visionnage ou bonne écoute. Par contre, dans les méta-analyses en réseau, c'est les exercices les moins efficaces. Si les gens vont mieux grâce aux exercices, c'est probablement pas parce qu'on a changé quelque chose au niveau de leur système musculo-squelettique. Et du coup, combien il y a de personnes qui continuent à s'étirer à fond, parce qu'ils pensent que ils ont vu ces messages-là, et en fait, ils pensent que c'est ça qui explique leurs problèmes. Et il y a des gens chez qui ça soulage, mais le truc c'est qu'il y a aussi plein de gens chez qui c'est pas le cas. Et donc après, on peut avoir plein de témoignages de gens qui sont très contents de ce qu'on a fait, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne idée de le faire tout le temps. Imaginons que ce soit vrai, on serait plutôt sacrément dans le caca. Donc vas-y, Je te propose que tu te présentes pour commencer, comme ça on a l'audience. Alors du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Pierre-Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis 13 ans, un truc dans ce style-là. Je pratique, j'ai donc principalement prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. J'essaye de pratiquer en faisant pas trop n'importe quoi, en essayant de mettre à jour les modèles théoriques qu'on peut avoir en ostéopathie, c'est-à-dire que j'essaie d'arrêter de dire des choses que l'on sait être fausses, et j'essaye de plutôt me baser sur les données probantes de la science dans la mesure de ce qui est faisable. Et voilà, je suis également vulgarisateur sur YouTube à la base, sur les chroniques de la douleur, puis sur Instagram, les chroniques de la douleur. Puis je me suis formé auprès de plein de gens, dont de toi, entre autres, sur la prise en charge de la douleur. Et donc on a décidé de pouvoir en discuter ensemble, parce qu'on se dit que c'est quand même cool de pouvoir faire des trucs avec nos deux métiers qui sont différents, mais qui ont aussi plein de points communs. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aborder ces sujets-là ensemble. Ok, bon, alors je me présente du coup aussi. Je m'appelle Anthony Halimi, je suis kiné depuis bientôt 10 ans. Du coup, j'ai été formé à Dijon, je vis à Dijon, je suis dans le pays de la moutarde. Les gens qui se noient en suivant le GPS, c'est ici. Voilà, c'est nouveau. Ah non, ils sont pas noyés, c'est sa voiture qui s'est noyée. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je suis kiné, et, je suis formateur aussi depuis 2019. Donc je forme sur la prise en soin des douleurs persistantes, donc je forme en formation continue et en formation initiale. Donc du coup la formation initiale par contre j'ai commencé en 2018, donc je suis formateur depuis 2018. Tu as fait deux de mes formations, tu as fait ma formation en e-learning ASK, donc la première série de kiné, et tu as fait, la formation en présentiel Gérer la douleur que j'anime du coup pour kiné essentiellement, mais du coup je reçois régulièrement des ostéopathes qui viennent, des médecins parfois, des podologues de temps en temps, et des ergothérapeutes rarement. Voilà. Et du coup, je suis aussi coprésident du groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie. Donc, la Société française de physiothérapie, c'est notre société savante chez les kinés en France. Et du coup, elle a plusieurs groupes d'intérêt donc, pour diffuser les connaissances dans différents domaines. Et donc, dans le domaine de la douleur, c'est le groupe d'intérêt douleur de la SFP. Donc, je suis le coprésident depuis officiellement janvier et officieusement depuis août. Voilà, donc de l'année dernière. Voilà, ça c'est pour moi. On s'est rencontrés, je t'ai connu sur les réseaux. Hein. Je t'ai connu que tu as commencé ta chaîne vraiment tout début, que tu as lancé Chronique de la douleur. Tu n'avais même pas 100 abonnés, je pense. Je t'ai connu à ce moment-là. On s'est croisés à Dijon, je crois. Tu étais venu à Dijon, tu m'avais envoyé un message et on est allé boire un verre ensemble. Tout à fait. Et c'était très bien. Et voilà, donc ça c'est nos histoires. Bon, très bien. Donc là, ce soir, on va parler de mobilité. Et du coup, pour parler de mobilité, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui vont être intéressants. Je pense que vous connaissez tous Beard the Best You Can Be. Donc, du coup, Beard the Best You Can Be, vous l'avez tous connu à un moment où il a fait des vidéos. Si on vivait comme on s'entraînait. Et donc, du coup, il ramassait des trucs en se tenant hyper droit et tout ça. Et ce genre de choses. Et du coup, là, je vous ai pris sa page. Parce que du coup maintenant il fait des formations sur la mobilité, tout ça, et je me suis dit qu'on allait pouvoir voir des contenus de quelques influenceurs mobilité comme ça pour pouvoir en discuter.
Ah, on a oublié de dire on s'appelle le Placebo Social Club ici. Nom qui a été trouvé il y a 2 heures à peu près. Ouais, même pas par nous. Même pas par nous. Mais voilà, on a trouvé l'idée était sympa, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas. Okay. On a même pas plus discuté le nom, on s'est dit, tiens, c'est rigolo. Il Okay. faudra qu'on fasse du coup une émission sur le placebo à l'occasion. Pour rappeler que le placebo, c'est pas forcément un gros mot. Donc, ce gars, c'est Amir Zandinejad, un truc dans le genre. Et donc, du coup, Amir Zandinejad, il a un petit peu un contexte. Je sais pas si tu connais son histoire, moi je la trouve intéressante. Il faisait de la muscu crossfit, je crois. À un moment, il a fait de la box jump en sautant sur des hauts tapis. Et du coup, en sautant sur ces tapis, il s'est rétamé parce que les tapis, ils ont glissé, alors qu'il a sauté super haut. Il est tombé sur la tête. Et il a eu des douleurs atroces pendant une bonne année, en fait, où en fait, du coup, il essaie vraiment de tenir la position la plus parfaite possible, la position droite et tout ça. Et en fait, ces douleurs, elles faisaient que s'aggraver et empirer. Et du coup, il a commencé à tacler à partir exactement à l'inverse de cette histoire-là, à l'inverse de rester hyper droit, hyper focalisé sur la bonne posture. Et du coup, il en a fait son cheval de bataille, où en fait, il s'est dit, pour que les gens ils aillent mieux, en fait, il faudrait justement qu'ils s'entraînent pour avoir la meilleure mobilité possible. Et donc, quand il parle de mobilité, il ne parle pas de juste pouvoir mettre son pied derrière sa tête, ce qui est rigolo, mais il parle vraiment de la mobilité en général. Voilà, donc, c'est ça la mobilité qu'il prône. Donc, du coup, vraiment, il parle d'entraînement. Il fait beaucoup En gros, l'idée pour lui, c'est de pouvoir bouger dans toutes les positions avec tout ça. Et donc, l'idée pour lui, c'est avoir des gros muscles et avoir la capacité de faire des squats, faire du développé couché ou soulever une tonne de charge, tout en étant de manière simultanée obligé de gérer des douleurs articulaires chroniques, des grincements, quand on se relève du sol, pas être capable de toucher ses orteils et être blessé quand on se penche en avant pour attacher ses chaussures. C'est une mauvaise idée de la force. Et donc ça, c'est son cheval de bataille. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses toi déjà, et je sais pas ce que vous en pensez aussi en commentaire, si vous voulez faire des remarques là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que là, dans ce qu'il dit, je trouve que c'est intéressant. Personnellement, je fais de la force à petit niveau, d'où le truc qui est derrière là. Donc je fais des squats, je fais des deadlifts, etc. Mais effectivement, je suis d'accord que être très très fort, mais si à côté de ça, dans la vie de tous les jours, tu es handicapé sur plein de choses, ça ne fait pas tout, effectivement. On peut vraiment dire que t'es fort. Moi, non, je pense pas. mais effectivement, on est d'accord qu'il y a probablement d'autres choses à travailler pour être en meilleure santé, quoi. Voilà. On nous a dit il est coach Kinstretch. Oui, et je crois d'ailleurs que Kinstretch, c'est de lui. C'est pas un truc qu'il a rejoint. Il y en a qui nous disent c'est la méthode d'entraînement mobilité de Spina, la FRC. On va peut-être en parler un petit peu après. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y a des messages qui sont intéressants, comme on a eu celui-là plus tôt. Il y a des messages, moi, qui me gênent un petit peu. Genre, par exemple, celui-ci, je continue à me blesser. Donc, tu as commencé à t'entraîner en mobilité, hein? Pas vrai? Parce qu'effectivement, ça peut être un peu le travers. Si on revient sur son postulat de base, c'est quand même intéressant parce qu'il s'est retrouvé dans une optique qui est quand même dans la tête de beaucoup de gens, qui est qu'il faut avoir une posture parfaite, etc. Et il s'est rendu compte que ça lui convenait pas. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel on est plutôt en accord, c'est que l'idée qu'il faut toujours se tenir parfaitement droit, etc., ça a énormément de limites et on sait que ça pose parfois beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Mais du coup, effectivement, il a tendance à prendre le contre-pied peut-être un petit peu trop opposé en disant qu'il faut forcément travailler sa mobilité dans tous les sens pour avoir moins de... Alors là, il parle de injured, est-ce qu'il parle de blessure ou est-ce qu'il parle de juste de j'ai mal? C'est un peu le problème avec ce mot. Je ne sais pas s'il parle effectivement de blessure ou s'il parle de douleur. Je ne sais pas si tu as une idée, toi. Écoute, je pense qu'il ne fait pas forcément la distinction. Donc, je pense que ce n'est pas une nécessité que nous fassions la distinction. D'accord. Je ne pense pas qu'il fasse la distinction. Okay. Et dans tous les cas, je pense que le message est de toute manière un peu à contre-pied de ce que nous dit la recherche, un petit peu là-dessus. Là, il parle...
Ouais, est-ce qu'il parle de prévention ou est-ce qu'il parle de fait? Non, ça il parle de en gros, je suis blessé et donc en gros, c'est genre il faut que je fasse de la mobilité pour ne plus être blessé, pour plus avoir mal. Non, effectivement, c'est moi j'ai en tête, un papier, que j'avais mis dans mes notes, Steiger 2012, mais c'est spécifiquement sur les douleurs, lombalgiques chroniques. Ouais. Heu, Vas-y. Non, mais je vois auquel tu fais référence. Is pain outcome contingent c'est le truc qui essaie de corréler la force, la mobilité à l'amélioration des douleurs, on est d'accord? À l'amélioration des douleurs, c'est ça, exactement. Tu saurais qu'il y a une mise à jour, enfin il y a une revue systématique qui a repris le même principe qui a été faite en 2019. OK. Et ce qui est rigolo, c'est que les résultats sont exactement les mêmes, mais la conclusion est différente. Ah. Donc, Intéressant. donc les résultats, ils sont ultra clairs, hein. Il y a une corrélation entre force entre mobilité et douleur, hein. Donc c'est-à-dire que plus tu t'améliores en mobilité, moins tu vas avoir de douleur, ou alors moins tu vas avoir de douleur, plus tu vas t'améliorer en mobilité. Ça, on peut pas dire dans quel sens ça se fait. Par contre, cette corrélation, elle est ultra, ultra faible. Et donc, du coup, normalement, quand on le sait, quand on a un coefficient de corrélation qui est assez faible, c'est qu'il y a peu de chances que l'élément il soit significatif, voire même qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, dans cette revue de 2012, ils disent bah ouais, ça semble pas jouer un rôle important. Et dans la revue de 2017, la revue systématique, je me rappelle plus le premier auteur, il faudrait que je le retrouve, je l'avais cherché l'autre coup. Dans la revue systématique de 2019, ils disent ah oui, ça peut être intéressant. Alors que du coup, Okay. les données sont exactement les mêmes. Effectivement. Parce que effectivement, la phrase moi que j'aimais bien dans Steiger 2012, c'était que ces résultats ne supportent pas la notion que les effets de thérapie par l'exercice dans les cas de lombalgie persistante, donc ces effets soient attribuables à des changements dans le système musculo-squelettique. C'est-à-dire qu'en gros, si les gens vont mieux grâce aux exercices, c'est probablement pas parce qu'on a changé quelque chose au niveau de leur système musculo-squelettique. Et moi, je trouvais que cette phrase était assez intéressante parce que ça a tendance à enlever le focus de l'aspect anatomique, biomécanique de si t'as mal, c'est parce que t'es pas assez musclé, si t'as mal, c'est parce que t'es pas assez mobile, si t'as mal, c'est peut-être parce que je sais pas quoi, tes fascias sont trop tendus ou que sais-je, alors qu'il est probable que les effets, en l'occurrence des exercices, ils soient ailleurs, quoi. Et je trouvais cette phrase cool. Maintenant, c'est intéressant de savoir que la conclusion est différente en 2019. Comment tu l'interprètes, toi, le fait que la phrase soit différente? La phrase soit différente. Moi, je l'interprète de la manière que les auteurs qui ont écrit la revue de 2019 étaient plus pro changement biomécanique, avec les mêmes jeux de données s'ils concluent une chose différente, alors que la première conclusion me semblait beaucoup plus cohérente avec les données. Voilà. On nous dit après on peut pas anticiper toutes les blessures, il y a trop de paramètres en jeu. Alors, oui, on est d'accord. Là, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il fait deux choses, parce qu'il parle du traitement des douleurs avec la mobilité, mais il parle aussi de la prévention. Donc là, en l'occurrence, c'est de la prévention secondaire, c'est-à-dire que tu as un problème qui est récurrent, donc tu fais des choses pour prévenir qu'il revienne, ce problème-là. Après, si je me fais un peu l'avocat du diable, si on peut dire le diable, mais si on parle effectivement de blessures dans le sens lésion tissulaire, par exemple, une élongation musculaire, tendineuse, bref, une lésion, on peut tout à fait entendre que le fait de travailler sa mobilité dans le sens aller travailler des amplitudes articulaires avec de la charge, etc., ça peut préparer les tissus et donc potentiellement ça peut sembler cohérent que ça réduise le risque de blessure sur ces amplitudes-là parce qu'on prépare notre corps à travailler dans ces amplitudes-là. Ouais. Mais j'entends l'idée et je trouve l'idée bonne. Mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit cohérent avec les datas. C'est-à-dire que c'est cohérent d'un point de vue comment dire, c'est cohérent d'un point de vue théorique, tout ça. Oui. Mais genre, par exemple, on avait fait la même chose pour prévenir les tendinopathies. Genre, tu sais, on devait faire exprès de l'excentrique en amont pour diminuer le risque de tendinopathie. Okay. Et du coup, à ma connaissance, la dernière revue systématique qui a investigué ça a trouvé que ça augmentait le risque de déclencher une tendinopathie. Ok, merde. Donc, moi, je suis d'accord avec l'idée, et je pense que l'idée, elle est intéressante sur le sujet, donc de faire la mobilité, de préparer les tissus, en fait, c'est du conditionnement physique. Tu conditionnes tes tissus dans une certaine amplitude, tout ça. Maintenant, est-ce que ça, dans la vraie vie, ça donne quelque chose? Ça faudra encore qu'on le voit, ça. Parce que... Donc, du coup, il y en a qui me disaient, quand on disait ça, oui, mais c'est normal, si on fait un entraînement sur des gens qui ont déjà un gros volume d'entraînement, bah, du coup, on fait que rajouter une surcharge d'entraînement, et donc c'est pour ça que ça augmentait les risques de blessure. Okay. Et du coup, je pense que c'est une bonne interprétation possible. Après, il y a peut-être d'autres interprétations. Enfin, je sais que dans la revue systématique, il n'y avait pas forcément que des études sur des athlètes.
Du coup, voilà. Et on n'a pas de données sur les lésions, vraiment, je parle de lésions du style déchirure, etc. Parce que quand même dans le sport, je pense au football, Ah, etc., il y a quand même pas mal de... Je pense aux lésions des myoponeurotique, disques jambiers. Voilà, myocollagénique, ouais. C'est sais qu'il y a les données existent, hein, genre, et notamment les programmes d'entraînement du FIFA 11+, là, ouais. qui du coup ont montré des effets de prévention. D'accord. Donc, du coup, par contre, dans le FIFA 11+, c'est pas de la mobilité comme il fait. Ok, Tu vois, j'entends. t'as du gainage, t'as du contrôle neuromusculaire, t'as exactement. En fait, c'est même une philosophie qui est tout à fait l'inverse. Genre, c'est devenir plus raide pour limiter le risque de blessure. Hmm. Il y en a qui diront, bah oui, mais on pourrait faire encore mieux si on ciblait spécifiquement les tissus comme ça. Genre, si alors, il y a quand même, du coup, dedans, il y a quand même le Nordic Hamstring, il me semble, si je fais Oui. pas d'erreur dans le Il me semble qu'il en fait partie. dans le protocole FIFA 11+. Donc, pour ceux qui se posent la question, le FIFA 11+, c'est un protocole d'entraînement qui a justement été développé pour les joueurs de foot et qui, du coup, était censé prévenir et qui, pour le coup, fonctionne pour prévenir le risque de déclencher des blessures chez les footballeurs. Il fonctionne, il y a juste un problème, c'est qu'il faut le faire, quoi. Oui, Voilà, c'est que c'est contraignant quand même. Il faut faire du renfort. C'est compliqué, quoi. ouais, J'ai l'impression que c'est compliqué à faire adhérer les sportifs à ça, quoi. ouais, bah, je peux le comprendre hein, en même temps. Tu fais pas du foot parce que t'aimes faire du gainage et du Nordic Hamstring. C'est sûr. C'est sûr. Par contre, du coup, sur la mobilité, on sait que sur la lombalgie, on a vu qu'il y a quand même quelques trucs de mobilité qui ont un rapport avec la lombalgie, tu vois. On sait que par exemple, la mobilité latérale, genre s'incliner latéralement, ça peut prédire qui va déclencher des douleurs lombaires. Genre, si tu as une moins bonne mobilité latérale, tu as une corrélation entre une moins bonne mobilité latérale et un risque de déclencher des lombalgies. Ok, intéressant. Et du coup, comment tu interprètes ça? Est-ce que tu penses que c'est parce que ceux qui sont pas assez conditionnés physiquement en s'inclinant latéralement ont plus de risques d'avoir des douleurs lombaires? Ou alors il y a des facteurs confondants du style les gens qui ont moins d'inclinaison sont juste des gens qui sont moins actifs physiquement ou qui ont plein d'autres facteurs de risque qui peuvent faire qu'ils ont plus mal au dos. Ouais, ouais, il y a de ça, il y a vraiment les facteurs de risque, voire même, clairement, tu as déjà un problème dans ton dos, genre une arthropathie articulaire, un disque irrité, une fissure radiale du disque, on s'en fout. Vraiment, tu as un truc. Tu vas pas forcément avoir des douleurs tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre que tu aies une poussée inflammatoire, peut-être qu'il faut avoir la chose. Par contre, probablement que inconsciemment, tu vas avoir l'inception qui va être interprétée, qui va modifier tes mouvements inconsciemment. Et donc, du coup, peut-être que ça va réduire ton amplitude. Ça peut être une auto-explication. Mais je pense que l'explication facteur confondant type activité physique, c'est aussi une bonne explication. Ouais. On a un commentaire de Mika Clément qui est une très bonne remarque, qui demande est-ce qu'on a défini la notion de travail de mobilité? Et non, on ne l'a pas fait clairement. Parce que je sais que ça peut être bien d'être au clair sur qu'est-ce qu'on appelle travailler sa mobilité. Genre la différence entre souplesse et mobilité, et comment on travaille la mobilité. J'ai fait exprès de rester vague parce qu'on va aborder les différents types, là, je crois, de mobilité. Là, on a montré celle de Amir Machin, là. Donc ça, travail de mobilité comme ça. Et du coup, ça a l'air d'être... certains disent que c'est la méthode de Andreo Spina, et c'est un truc que je t'avais noté, c'est que ça me fait penser justement à cette fameuse méthode FRC, qui s'appelle Functional Range Conditioning, où ils utilisent des PyRI, Progressive and Regressive Angular Isometric Loading. Je sais pas. je connais pas bien. Tu veux en parler un peu ou... je vois ça passer beaucoup chez certains coachs, présenté comme étant une évidence, une certitude, une révolution. Je suis assez perplexe, j'avoue. Même si, effectivement, quand je vois ce que fait ce monsieur, je me dis, ouais, j'avoue, c'est balèze. Et j'entends bien que ça doit être cool de savoir faire tout ça. La question, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire tout ça pour ne pas avoir mal? Alors, je pense pas. Pour le coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. En fait, le problème, c'est toujours... on fait plein de choses, et du coup, ça marche, mais peut-être pas pour les raisons qu'on pense que ça marche. Donc ça, tu le présentes assez souvent dans tes vidéos, je trouve. C'est que on sait que par exemple faire de l'exposition progressive, reconceptualiser la douleur, mettre les gens en mouvement, en activité alors que ça faisait des années qu'ils avaient arrêté de bouger et tout ça, ça a tendance à les aider.
Est-ce que c'est parce que du coup ils ont une meilleure mobilité dans l'articulation? J'en doute un peu vu les données de la littérature, hein. C'est pareil pour la force, tu vois, genre quand on mesure la force pour les gens qui ont de l'arthrose de genou, la force, on a vu qu'il y avait une corrélation entre la force et l'amélioration des douleurs chez les gens qu'on entraîne pour les genoux. Attention, hein, la corrélation, quand elle est mesurée directement, ça explique à peu près 4% de la variation des douleurs. C'est génial. Donc c'est-à-dire que déjà, pour illustrer quand même, quand tu fais de l'exercice, tu as une amélioration des douleurs d'à peu près 0,5 points sur le VA. Donc c'est 4% des 0,5 points sur 10. L'amélioration de la force. Donc voilà. Mais ça marche. Statistiquement, ça marche. Alors que par contre, on a remarqué qu'il y avait un très fort lien entre les changements dans l'inflammation de bas grade, donc les cytokines qui circulent dans le sang, et l'amélioration du genou. Donc voilà. Je sais pas si tu vas rajouter des choses là-dessus, toi sur le FRC et tout ça. Non, comme je dis, je connais pas des masses, c'est juste que je le vois souvent passer. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui a été beaucoup marketé. Et je veux dire qu'il y a un bel emballage dans un truc qui existait probablement déjà avant, mais qui a juste été mis dans un bel emballage, quoi. Et qui, comme tu dis, peut probablement faire du bien, mais peut-être pas pour les raisons présentées. Ouais. Après, je pense que Andrea Spina, du coup, il a apporté beaucoup de debunking et tout ça qui sont vraiment très cool, tu vois, genre justement sur les notions de il faut pas éviter certains, enfin, il n'y a pas de gestes qui sont mauvais et tout ça, et je pense que il a beaucoup contribué, même indirectement, parce que moi-même j'ai moins peur de ça, parce que en fait, nous, on est un peu les héritiers de tout ça. C'est-à-dire que lui, il a fait ses trucs, ça a convaincu des personnes, et puis il y a des personnes qui ont réfléchi sur le sujet, qui en ont discuté et tout ça, donc on est un peu les héritiers de tout ça. Et je me souviens beaucoup d'une conférence YouTube que j'avais vue. J'ai même hésité à l'intégrer dans une de mes formations. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous allez comprendre de quoi je veux parler. Là il fait un SLR. So let's say that he's able to get to that extent, to that degree. Now somebody pick a random area on the body. Donc il demande prenez n'importe quelle zone du corps, dites-moi. Donc son petit orteil, ok, de la jambe gauche. Donc là, waouh, il a gagné en amplitude dans le SLR. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est que en réalité, en faisant une mobilisation quelque part, tu vas avoir un effet neuromodulatoire, et cet effet neuromodulatoire, il va te permettre d'avoir de l'amplitude pendant très peu un gain d'amplitude pendant très peu de temps. Et du coup, lui, il dit il faut se servir de cette fenêtre d'opportunité. Moi, je pense que ça peut être un peu c'est pas forcément une nécessité de se servir de cette fenêtre d'opportunité. Je pense que, au contraire, même faire une modulation avant de faire d'autres gestes, ça peut faire perdre l'opportunité aux gens de faire l'expérience que même s'ils bougent alors qu'ils sont douloureux, ça va mieux. Oui, tout à fait. C'est un truc que tu m'as appris en formation et qui n'était pas intuitif pour moi, tu vois. C'est que je me disais, si le mec il vient parce qu'il a mal, on va essayer de faire en sorte qu'il ait moins mal. Sauf que non, il y a des fois où c'est bien de leur faire mal. De manière éthique et de manière... N'allez pas en formation avec lui. N'allez pas en formation avec lui, il est malade. Non, en vrai, c'est vrai que je comprends l'idée, hein, effectivement, que quelqu'un qui a peur de se confronter à la douleur, dans certains cas, le fait de l'y confronter dans un cadre bien spécifique et qui se rende compte qu'en fait ça va, ça peut être utile, effectivement. Après, là, c'est marrant parce que cette vidéo, je l'avais déjà vue et j'avais pas du tout capté à l'époque que c'était lui. Et là, quand je viens de revoir la vidéo, je fais en fait, oui, effectivement, j'avais pas fait le lien. Et c'est intéressant, je trouve, mais maintenant, la question, c'est on peut l'utiliser. Je pense que ça peut être utile dans certains cas. Est-ce qu'on doit l'utiliser? Forcément, non, je pense pas. Mais il y a peut-être des situations où ça peut être utile quand même d'utiliser cette modulation-là. Ouais, non, mais je veux dire, moi je pense que c'est grave utile pour faire. On a toute une partie sur la modulation dans la formation. Donc tu te doutes bien que je trouve qu'il y a une certaine utilité dedans. Et notamment pour faire des expériences aux gens. Genre, les gens ils focalisent à fond sur les étirements. Tu leur étires la jambe gauche, tu montres que tu as gagné en amplitude de la jambe droite. T'as quand même gagné un truc là. T'as fait faire une expérience aux gens et les gens ils se disent ah ouais, en fait, j'ai peut-être pas forcément besoin de m'étirer pour aller être plus mobile, quoi. En fait, le problème c'est le bassin. T'as remis le bassin, donc du coup il a regagné en amplitude de l'autre côté. Tu crois que c'est ça? Non. Tu crois que les gens se disent ça? Je pense que certaines personnes peuvent se dire ça, oui. Et comment tu ferais toi pour limiter ça?
Pour limiter ça, je serais bien emmerdé. Ah. Non, en général, quand je parle du bassin, j'ai tendance à expliquer, je sais pas si ça suffit, mais j'ai tendance à expliquer que c'est quand même une structure qui est vraiment très solide et qui bouge peu, en fait, notamment quand les gens parlent de sacro-iliaque ou ce genre de choses. Je donne des exemples, alors je sais pas dans quelle mesure c'est nocebo de raconter ça, mais je donne des exemples pour expliquer que le bassin est vraiment très rigide, et c'est en disant que dans les accidents de la route, par exemple, c'est rare que ce soit une dislocation au niveau des sacroiliacs. En général, ça pète dans l'os, c'est-à-dire que les sacroiliacs sont tellement balèzes qu'avant que ça pète, il y a l'os qui pète, quoi. Donc en général, on peut difficilement se déplacer le bassin. Donc en faisant des étirements, c'est peu probable a priori, ou en portant un sac de course, encore moins. Je ne sais pas si c'est suffisant. Bah, en réalité, pour éviter que les gens ils fassent des interprétations un peu pourries, c'est intéressant de leur poser la question. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je dis aux gens, bah, alors à votre avis, pourquoi il se passe ça? Je sais pas. Vous croyez que si je vous avais tiré l'épaule, ça aurait fait la même chose? Et du coup, ils me disent, bah, non, je pense pas. Ah, bah, on essaiera On va une prochaine essayer. fois, vous pourrez essayer tout seul chez vous. Ouais. Hmm. Et du coup, voilà. Et du coup comme ça, tu sais, t'es sûr que tu bloques les capacités de faire des conclusions pourries. Et du coup, tu peux aussi faire le truc où tu leur expliques derrière, tu vois. Tu leur dis, bah voilà ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que la plupart du temps, c'est le moment où ils débranchent le cerveau. Donc du coup, c'est pour ça que poser la question, ça me semble la meilleure stratégie actuellement. Alors, on me pose des questions sur le bandage. Alors, je vais répondre du coup sur mon bandage au doigt. Donc, c'est quelque chose de glorieux. Est-ce que je raconte la vraie histoire ou est-ce que je raconte l'histoire glorifiée? À glorifier d'abord. Ok, bah ils étaient 17, ils ont agressé une mamie, ils avaient des couteaux, des katanas, et du coup, bah, je les ai tous couchés, et donc au moment où je vérifiais s'ils respiraient encore, j'ai trébuché et je me suis un peu coupé sur une des lames, tu vois, là, c'est ça. Sinon, la vraie histoire, c'est que en épluchant une pomme de terre, la pomme de terre a glissé et du coup, je me suis un peu épluché le doigt. Du coup, vraiment, il y a rien. Il y a un tout petit truc. C'est juste que je fais la cicatrisation dirigée parce que ça s'arrêtait pas de saigner sinon. Voilà, c'est tout. Voilà. L'histoire incroyable. Bon, on peut revenir à l'histoire de la mobilité, peut-être? Tout à fait. Est-ce que tu as fait de la mobilité du doigt pour voir si tu guérissais mieux? Oui. Oui. Non, j'ai pas fait Non. de mobilité du doigt. Je pense que là, pour le coup, c'est un bon moment d'attendre que les tissus guérissent avant de... Même s'il faut remettre un peu de tension de temps en temps, je pense, mais attendre avant, voilà. Sachant que ça arrivait hier soir. Donc, Ah oui, peut-être pas... c'est un peu frais encore. Tout à fait. Moi, j'aimais bien... Donc, il a reçu ce commentaire-là. C'était moi. J'ai fait une entorse et je me suis blessé la sacro-iliaque pendant que je faisais un soulevé de terre avec un poids modéré. Et j'ai eu 3 mois de kiné et j'avais toujours des douleurs. Et j'ai fait ton programme pendant 3 mois et je n'avais plus de douleur. Ton programme fait mal. Pendant que je le faisais, j'ai été courbaturé après, mais la douleur que j'avais a disparu. En plus, ma lombalgie que j'avais eu toute ma vie était aussi partie. Donc je me sens vraiment mieux grâce à ton programme. Merci. Donc du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne son histoire. La question, c'est du coup, pour quelle raison? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a fait de la mobilité? Parce que là, pour le coup, on compare à de la kiné. On compare à de la kiné, c'est-à-dire qu'il est plus efficace que la kiné. C'est bien aussi. Hein. Tout à fait. La question, c'est quel kiné? Oui, c'est une bonne question. Eh oui, parce que très souvent, j'ai des patients qui viennent me voir en disant j'ai eu ça, je suis allé voir un kiné. Je fais ok, super, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait en kiné? Et effectivement, il y a des fois où bah, ça n'a pas fonctionné. Et je peux comprendre. Ok. Voilà. Et il y a des fois où ça semble très très bien et ça n'a pas fonctionné quand même, et c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, donc là, c'est sûr que si c'est des ultrasons ou ce genre de choses, on peut se douter qu'il y a peu d'effets probables, quoi. Donc, du coup, là, ce genre de message, c'est important quand même de rappeler qu'il ne faut pas fustiger les trucs de mobilité. Je pense que c'est un truc qu'on a tendance à faire, genre dire ça sert à rien, parce qu'en fait, ça sert. C'est juste, ça sert pas mieux qu'autre chose. Et ça, c'est important. Genre, c'était comme, je me souviens à une époque, il y avait l'histoire de faire du abdominal hollowing, là, de rentrer le ventre pour traiter la lombalgie. Et il faut pas dire ça sert à rien, parce que pour le coup, c'est un exercice qui est aussi efficace que d'autres exercices, probablement, vu qu'on connaît pas d'exercice supérieur aux autres. Par contre, faut pas vendre ça comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que tu peux faire ça, ça te plaît.
Tu peux faire d'autres choses aussi. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas faire perdre des options aux gens. Et donc, pour le coup, là, ça me semble important de rappeler ça. J'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, Ouais. que j'avais écrite à l'époque où on s'était rencontrés à Dijon. Je m'en souviens très bien parce que c'est une vidéo sur les abdos. Est-ce qu'il faut faire des abdos pour soigner le mal de dos? Et il y avait cette fameuse étude sur The Enduring Impact of What Clinicians Say to People with Low Back Pain. L'idée étant que il y a des exercices comme ceux-là qui peuvent être clairement utiles, mais le narratif qu'on met derrière, l'explication qu'on met derrière, faut qu'on soit attentif, parce que si on explique aux gens qu'en fait ils ont mal parce qu'ils sont faibles, parce que leur dos est instable, en fait ça peut être entendu et vécu assez mal en fait par certains patients, et on peut potentiellement faire plus de mal que de bien. Donc c'est toujours intéressant de proposer des exercices, mais de faire attention à l'emballage qu'on y met. Du coup, je vous ai mis l'étude. Donc, ceux qui l'ont jamais lu, vous saurez, l'étude de Bendarlo, c'est une étude qualitative. Et donc, dedans, ils ont interrogé des patients pour voir un petit peu ce qu'ils avaient compris de leur lombalgie et tout ça. Donc, leur poser des questions sur leur lombalgie, soit aiguë, soit chronique. Et il y a vraiment des témoignages déchirants, vraiment déchirants. Où il y en a une, par exemple, qui a avorté. On lui avait toujours dit que son dos, si elle avait mal, c'est parce que le dos était instable. Et donc, du coup, elle pensait pas qu'en ayant un bébé, son dos, il pourrait supporter le poids, tout ça. Et justement, c'est un peu le problème de ce genre de communication. Je vais en montrer une autre, là. Vous n'êtes pas raide, vous êtes juste trop mou, quoi. Vous blâmez l'âge, les blessures, tout ça, les bris articulaires. C'est juste des petits mensonges que vous racontez en fait, la réalité, c'est que votre corps n'est pas cassé, il est juste pas assez entraîné. Vous avez des hanches raides, des shoulders, des épaules raides aussi. Bon, bref, il n'y a pas trop de différence dans les mots. C'est juste des dettes que vous n'avez pas payées encore, les douleurs que vous avez. Et donc, voilà un petit peu l'idée. Elle, pour moi, elle est un peu pire que Amir dans ses messages. Parce que du coup, c'est justement en fait en se posant ces questions-là, genre j'ai une patiente, je me souviens, qui a une fibromyalgie. Enfin, en tout cas, qui avait un syndrome fibromyalgique. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, elle avait tous les symptômes qui correspondent à la fibromyalgie. Et du coup, elle allait à des séances de stretching. Et du coup, au stretching, il lui disait, bah, ça va, en fait, t'es mobile. Elle fait, bah oui, en fait, je suis mobile. Ça m'empêche pas d'avoir ultra mal, mais j'ai la mobilité, tout ça. Et du coup, combien il y a de personnes qui continuent à s'étirer à fond, parce qu'ils pensent que ils ont lu ces messages-là, et en fait, ils pensent que c'est ça qui explique leurs problèmes. Bah, ça, c'est une bonne question. Enfin, est-ce que toi, tu as déjà rencontré ces personnes-là? Est-ce que tu penses que j'exagère un peu en pensant ça? Non, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Et la raison pour laquelle il y en a, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui présentent la mobilité comme étant la solution miracle à toutes les douleurs. Alors que, je pars du principe que si la personne est déjà très mobile et qu'elle a encore mal, c'est qu'elle a peut-être pas besoin de plus de mobilité, quoi. Enfin, c'est un peu, si on essaie d'avoir un raisonnement basique, c'est t'as essayé un truc, tu l'essayes suffisamment longtemps, tu progresses dedans, mais à côté de ça, t'as pas les résultats attendus en termes de douleur, essaye autre chose en fait. Ça veut pas dire qu'on trouvera forcément tout de suite une solution miracle, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à essayer. Et c'est une question qui est posée par une personne dans les commentaires, Ferjou, qui dit: est-ce que le mieux, c'est pas d'être équilibré? Mobilité, force, vitesse, endurance. Ferdinand, le mieux pourquoi, en fait? Oui, c'est ça. Si on parle de performance, oui, probablement. Si on parle de diminution des douleurs, comme on disait tout à l'heure, ça semble assez peu corrélé, en fait. On sait que, par exemple, les exercices d'étirement, ça fonctionne pour diminuer les douleurs. Ça, c'est important quand même, je pense, de le dire. Par contre, dans les méta-analyses en réseau, c'est les exercices les moins efficaces. C'est-à-dire que ça marche, mais entre faire ça ou du gainage, t'as peut-être mieux fait de faire du gainage. Convaincre que le corps est solide est mon approche actuelle. La problématique est de trouver ce qui donne ce sentiment. C'est Julien qui nous dit ça. Mobilité, force agitée, peu importe. Non. Point d'interrogation. Moi, je trouve ça intéressant, effectivement, et je suis assez d'accord dans le sens où convaincre les gens que leur corps est solide ou leur faire prendre conscience que leur corps est solide, ça aura probablement que des effets positifs. Intuitivement, mais je suis peut-être biaisé par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on arrive plus facilement à se rendre compte que les gens sont solides en portant des charges qu'en s'étirant, quoi. Mais je suis peut-être biaisé par rapport à ça. Peut-être que tu es biaisé, et peut-être que ça vient aussi de ta propre référence. Moi, par exemple, j'ai toujours détesté les étirements.
Enfin, Oui. vraiment, ça c'est quelque chose qui a toujours été. Alors, on parle des étirements, c'était pas la mobilité avant. Donc je te propose que pour parler des étirements, on commence à parler de Movement by David. When you stretch with proper intensity is actually insane. I thought stretching was supposed to help with soreness. Well, if La you want the courbature, stretching to ça, actually les increase courbatures, your range of c'est motion, it insane has to quand be tu t'étires. very intense. So when I Mais les finish étirements ont a besoin d'être flexibility vraiment workout, très I actually intenses pour pouvoir get gagner en very mobilité. sore, and it takes several days to actually recover from that. I hold stretches for 30 seconds at a time. And how I make sure the stretch is at the proper intensity is I push the stretch until it is so difficult that I can barely Comment il hold sait it que for the c'est full assez, 30 c'est assez seconds. intense, But I've il va definitely pushed à la myself a limite little de ce too que, hard ce qui est before, tolérable. and then quoi. recovery takes a couple weeks instead Mais of pas a couple trop, days. pour pas que My ça dure knees plusieurs weak, semaines noodly pour leggies. récupérer. Anyway, that's why flexi joints exist. Huge deal going on right now. So if you want to give your joints the resources to recover way faster, check the link in my bio. Stay flexi. Ils vendent des compléments alimentaires à la fin, là? Ah oui, maintenant oui. Ah putain. Putain. Et alors, je trouve qu'il y a un point quand même entre ce qu'il dit lui et ce que disait le commentaire qu'on a lu tout à l'heure. Ouais. C'est l'importance que ce soit douloureux pour être efficace. Et je trouve ça intéressant parce que c'est à se poser la question si c'est pas ça, en fait, le mécanisme qui fait que les gens aient potentiellement moins de douleur. Est-ce que ça ne nous fait pas une modulation conditionnée de la douleur où on se fait mal et donc du coup il y a des effets neuraux qui font qu'on a moins mal? Je me pose la question. Je sais pas pourquoi tu te poses la question, on a déjà la réponse de ça. Bah oui, mais je fais semblant qu'on discute quand même. Bah, tu vois, je te donne un exemple. Je crois que tu avais des données aussi. Donc, dans cette étude-là, en gros, ils ont fait exprès aux gens de s'entraîner pendant 6 semaines. Et ce qu'on a vu, c'est que ça changeait leur seuil de sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que tu pouvais appuyer plus fort. Et ces effets-là, ils avaient l'air de se maintenir dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, même avec 4 semaines sans s'étirer, tu les maintenais. Par contre, du coup, d'après les autres études que j'ai vues sur le sujet, il semblerait que 4 semaines, ce soit la limite. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Ou faire d'autres choses si tu préfères faire d'autres choses. Effectivement, il y a des gens, des fois, ils se disent, il ne faut plus que j'arrête, parce qu'effectivement, si je m'arrête, j'ai des douleurs qui reviennent. Donc, en fait, quand on y pense, on leur dit juste, bah, écoute, tu as mal partout. La solution, c'est que tu te fasses mal partout, mais volontairement. Comme ça, après, tu as moins mal, mais quand tu as mal, tu contrôles ta douleur. Si c'est présenté comme ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est aussi vendeur. C'est une bonne question. Quitte à se faire mal, je pense qu'il y a plein de manières. Genre, tu connais le tapis Chandler, là, le tapis d'acupression? J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça défonce. Ah bah, du coup, tu t'allonges, ça fait des picots et tu sens que ça pique sous le dos. Ouais. Donc, du coup, les étirements, c'est vraiment l'option qui me plaît le moins. Que j'ai du mal à le proposer aux patients. Et je sais que ça m'a déjà porté préjudice, moi. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Parce que c'était des attentes de certains patients. Oui, j'ai vraiment une patiente qui voulait absolument les étirements. Et donc, du coup, je me suis forcé quand je pouvais à faire les étirements. Mais je le vis mal parce que en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas de proposer des étirements. C'est pas quelque chose, j'arrive à avoir de la créativité parce que j'aime pas ça du tout. Et en plus, j'ai déjà fait l'expérience que chez moi, ça a pas bien marché. Bah oui, mais bon, il faut s'adapter à la personne en face de nous quand même. Oui, non, bah, j'ai pas dit que j'étais dans le vrai, mais je sais que ça m'a déjà porté préjudice de pas aimer ça, tu vois. Après, on peut pas être fan de tout non plus, hein, à partir du moment où tu en es conscient et que tu fais de ton mieux derrière. Hein, je veux dire, finalement, tu lui as proposé des étirements à cette dame? Oui, je lui ai proposé des étirements et tout ça, et j'ai fait. Mais ça se sentait que j'aimais pas ça. Tu vois, dans ma manière de les prescrire, dans la manière de les vivre. Je pense que ça s'est senti. Je pense qu'elle l'a senti d'ailleurs. Je suis même pas sûr qu'on ait fini les soins. Je pense qu'elle a dû aller voir ailleurs. C'est un truc dont tu parles, ça, en général, avec tes patients, quand tu dis que t'es pas fan de certains trucs? Ouais, là pour le coup, je pense que je lui ai dit clairement, hein, tu vois, je lui ai dit, écoutez, c'est une des options, c'est pas celle que je préfère, mais ça fonctionne aussi bien que le reste, et c'est juste que, du coup, c'est quelque chose que j'utilise assez peu et que j'aime beaucoup moins, mais donc, du coup... moi, je trouve ça réglo, hein, de faire comme ça. Ouais. Il y a toujours la question en suspens de Mika Clément sur qu'est-ce qu'on appelle travail de mobilité, du coup. Un travail en mobilité, du coup, tu peux l'interpréter de plein de manières différentes. Soit c'est augmenter la flexibilité, la souplesse, du coup des personnes. Et donc, c'est un travail de mobilité, entre autres. Soit ça va être justement de faire en sorte de pouvoir générer de la force dans toutes les amplitudes possibles. Et du coup, c'est une autre définition de la mobilité. Tu vois, donc autant je pense que la première définition, c'est plus la définition de Movement by David, qui, au passage... Lui, je trouve plutôt très soft je trouve vraiment pas culpabilisant, pour le coup. Même s'il dit aux gens, faut faire exprès de vous faire mal, tout ça,
pour gagner en amplitude, de manière générale, dit bah vous n'êtes pas obligé. On va faire en gros, est-ce que vous avez envie de vouloir être plus mobile, quoi. Ce genre de choses, quoi. Et l'autre définition générée de la force dans à peu près toutes les amplitudes, ça va plutôt être celle de Amir, là, de Be the Best You Can Be. T'es d'accord avec ces defs ou, Ouais. t'en as Oui, d'autres plutôt. Alors après, c'est que moi, pareil, j'ai pas lu officiellement les définitions. J'avais dans l'idée que la deuxième que tu as dit, le fait de générer de la force dans toutes les amplitudes, c'était surtout ça, la mobilité. Et que le premier, le fait d'être capable d'avoir de grandes amplitudes articulaires, c'est plutôt de la souplesse. Et Voilà. je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste que quand on dit mobilité, il y en a qui entendent souplesse. Tout à fait. C'est juste qu'il faut être d'accord sur de quoi on parle, quoi. En parlant de souplesse, du coup, je pense qu'il faut qu'on parle de quelques données sur le sujet. Moi, j'ai envie de... Déjà, on va dire un truc qui est important. Il y a une revue Cochrane qui a été faite sur les étirements pour les contractures. Mais attention, quand ils disent contracture, c'est la contracture anglo-saxonne, hein, c'est pas la contracture française, où il suffit de palper qu'il y a un muscle qui est un peu dur, on dit c'est une contracture. C'est quand tu as une vraie restriction d'amplitude liée à une contraction musculaire. Ça peut être le cas dans un AVC, où tu as de la spasticité. Ça peut être le cas, par exemple, que tu vas avoir une radiothérapie, où du coup ça va cramer tes muscles, et du coup ils vont se rétracter un petit peu. Donc c'est ça qu'ils entendent quand ils parlent de contracture. D'accord. Donc c'est important qu'on évoque cette nuance. Et franchement, ça doit vous trouer les fesses, j'espère. C'est une des premières fois que je lis une revue Cochrane qui conclut. Genre, ils disent pas on manque de données, blablabla, genre de choses. Ils disent il y avait des preuves de haute qualité qui disaient que les étirements, ça n'a pas d'effet cliniquement important sur la mobilité articulaire. Donc en gros, je vous explique, hein. Ils ont pris les études et il y avait une étude qui a été menée 7 mois. Donc tous les jours, les gens ils étaient étirés pendant un petit moment pendant 7 mois. Et les gains d'amplitude ont été de 1 degré. Ça semble étonnant quand même. Ah, ben j'ai bien posé le contexte. C'est des patients qui ont eu des AVC. Tu vois. Alors, là, ils disent quand même with or without the neurological condition. Donc ils disent c'est ceux qui n'en ont pas. Oui, mais encore une fois, c'est une contracture. Donc, d'accord. Oui, d'accord. Donc on est quand même chez des patients qui ont quand même de base un problème. Ok. Oui, on n'est pas chez des patients sains. 9 études avaient des personnes qui avaient du coup syndrome de Raynaud, des thromboses veineuses, et qui avaient besoin d'être manipulées sous anesthésie. Bon, tu vois, c'est pas le patient lambda, hein. D'accord. D'accord, au bout d'un moment. D'accord, effectivement. Il faut quand même comprendre que les effets des étirements, ils sont hautement dépendants de si tu es capable de pouvoir avoir une modulation de ta tolérance à l'étirement. Et donc, pour le coup, là dans des cas de contracture musculaire, tu vas pas pouvoir avoir de modulation parce que, en fait, du coup, c'est ton muscle qui, mécaniquement, il bloque pour des raisons X ou Y, un problème neurologique ou autre, ce genre de choses. Tu peux avoir des problèmes pour gagner en amplitude, tout simplement parce que tu as, je sais pas si vous avez, mais on peut avoir des antétorsions fémorales. Donc, du coup, il y a le fémur, il est conformé de manière différente. Et donc, du coup, évidemment, vous gagnerez jamais en rotation de hanche. Vous aurez une très bonne rotation dans un certain sens, mais vous aurez une rotation dans l'autre sens qui sera limitée. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas... C'est pas une question de muscles, de capsules, ce genre de choses, c'est un blocage os contre os. Donc, il y a des choses comme ça qui sont présentes dans le corps humain. Il y a des gens qui vont avoir une mécanosensibilité nerveuse qui ne sera pas diagnostiquée, qui ne sera même pas visible, et donc ils vont s'étirer, et en fait, ils ne vont pas gagner en mobilité. Parce qu'en fait, la mobilité, elle n'est pas limitée par leurs muscles, leur tolérance à l'étirement, mais elle est limitée parce qu'en fait, ils essayent d'éviter de générer de la nociception dans leurs nerfs inconsciemment. Et donc, du coup, forcément, ces gens-là, les étirer, ça va pas aider plus que ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de quand même évoquer ce genre de situation. Parce que, faut pas culpabiliser les gens, dire, suffit de s'étirer pour gagner en mobilité. Et donc, pour reprendre ton dernier exemple de la personne qui pourrait avoir de la mécanosensitivité dans un nerf, par exemple le nerf sciatique, ça se trouve... Le meilleur moyen qu'il aurait de pouvoir gagner en amplitude, ça serait de diminuer la sensibilité de ce nerf en faisant d'autres exercices qui n'ont rien à voir avec la mobilité. Donc ça se trouve, le mec pourrait devenir plus mobile en faisant pas de la mobilité. Ouais, moi, par exemple, la distance doigt sol était hyper pourrie. Moi. Genre, j'avais 15 cm d'écart entre mes doigts et le sol quand je me penchais en avant. Et j'ai fait des étirements pour ça quand je sortais du diplôme de kiné et tout ça. Et j'ai fait des étirements. Et vraiment, je m'y suis tenu. Hein. Je m'y suis tenu 3-4 semaines, je crois. Voilà. Mais j'ai fait au moins 3 fois par semaine des étirements à 30 secondes, un peu comme c'était tout ça. Et j'ai eu 0 gain dans l'amplitude. Donc je me suis dit, si ça me fait mal,
que je gagne 0 en amplitude, tout ça, et que du coup je progresse pas en 3 semaines, jamais je vais progresser. Et un jour j'ai fait du Jefferson Curl, c'était la première fois que j'en faisais à la salle, ça devait être en 2016 ou 2017, et j'ai gagné en amplitude instantanément, j'ai regagné, et j'ai fait de doigt seul, que j'avais jamais fait avant. Et pareil, j'ai eu un stagiaire, c'était la même chose que moi. Lui, c'était motivé, il s'était tiré pendant hyper longtemps. On avait pris un goniomètre pour faire la distance doigt seul. Il avait fait du Jefferson Curl et pareil, il a gagné en amplitude d'un coup. Et même sans refaire, les gains ont été durables dans le temps. Et du coup, à un moment, il s'était dit, tiens, je vais faire un petit peu pour essayer de gagner en amplitude, tout ça. Et du coup, je lui ai posé la question, pourquoi ? Et du coup, il s'est senti bête. C'est pas senti bête, mais il s'est dit, pourquoi ? C'est vrai, ça, pourquoi ? En fait, il faisait du basket. Et pour le coup, avoir plus d'amplitude, ça aurait peut-être été néfaste pour lui. Ouais. Parce que quand tu fais des étirements, tu vas changer des propriétés. Tu peux. Alors, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu faux, vu qu'on a vu qu'on ne changeait pas les propriétés mécaniques. Mais en gros, l'idée, c'est que si tu augmentes ta souplesse, tu vas augmenter la capacité à emmagasiner de l'énergie. Et donc, du coup, tu pourras emmagasiner plus d'énergie, donc tu pourras faire des sauts plus haut et tout ça, en les préparant bien. Par contre, tu vas perdre un peu de capacité à en transmettre rapidement la force. Donc si tu dois faire des changements de direction, tu dois faire du sprint ou ce genre de choses, avoir des ischios très raides, c'est une très bonne idée, tu vois. Et donc pour le coup, quand il faisait du basket, lui, il était plutôt grand, il n'avait pas besoin d'emmagasiner beaucoup d'énergie pour sauter, mais il a besoin par contre d'être hyper rapide, et donc du coup il a dit, ah bah en fait finalement j'abandonne l'idée. Et du coup, tu vas parler là du fait que ça permettait de renvoyer de la force rapidement. Est-ce que c'est vrai aussi pour envoyer de la force tout court ? Alors, je vois par exemple là, beaucoup de powerlifters sont très raides. Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont la flemme de s'étirer ou est-ce que ça peut avoir un avantage ? Je sais pas. Ok. Moi, je veux avoir une excuse pour ne pas faire d'étirement, tu vois. Non, je ne m'étire pas, c'est pour mon sport, tu comprends. Mais pourquoi tu penses qu'il faudrait s'étirer ou pas, toi, du coup ? Non, enfin, ce qu'il faudrait, j'en ressens pas le besoin, parce que si tu veux, je sais que ça m'apporte rien en termes de récup, en termes de diminution des courbatures, tout ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas besoin. Parce que... en tout cas, les données sont claires, récup et courbature, les étirements, ça change rien. Voilà, donc c'est pour ça, j'en fais pas pour ça. Et en vrai, à partir du moment où j'ai les amplitudes dont j'ai besoin pour faire mes exercices, je m'en fous d'avoir plus, en fait. Et la question, c'est est-ce que je serai plus performant en étant plus souple ? Je pense pas, pour le coup. Mais c'est peut-être une croyance que j'ai. Est-ce que être plus performant en étant plus souple, ça passe par des étirements ou de la mobilité ? Enfin, ou d'autres exercices spécifiques? Ça, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, pour le coup. Bon, je vais continuer à pas m'étirer, ça me va très bien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les étirements, ils sont pas en lien avec les propriétés mécaniques des muscles. Comment on le sait, ça, à ton avis? Enfin, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà intéressé comment on faisait pour savoir, genre, si tu fais une étude, comment tu fais pour savoir que tes étirements, t'as gagné en amplitude, mais sans changer les propriétés mécaniques des muscles? Non, je sais plus. Je sais que j'avais vu une étude qui disait qu'au final, c'était plus une augmentation de la tolérance à l'étirement plutôt qu'une augmentation de l'allongement du truc. Mais je ne sais pas. J'en sais rien. Comment ils ont fait. C'est simple, en fait. Tu fais un étirement et tu mesures la force générée par la tension passive de ton muscle. Donc, tu mesures le couple de force qui va être généré. Et donc, quand tu mesures ce couple de force, c'est une des manières de faire. Hein. Tu peux par exemple faire ça en échographie. Genre, ça a été fait dans certaines études. Tu mesurais l'étirement, tu mesurais l'angle de pénation qui changeait de ton muscle, de ton triceps sural. Mais bref, quand tu fais des étirements, on a vu que en les faisant de manière répétée, tu arrivais à gagner en amplitude. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, ça changeait absolument pas le couple de force qui était généré pendant l'étirement. Donc du coup, tu générais à chaque fois la même force, qui laisse suggérer que ton muscle, il n'a pas changé en propriété mécanique. Et que tu fais ça. Et donc du coup, ça veut dire que les étirements, ça marche. Vraiment, on en revient à ce qu'on a dit plus tôt. Ça marche parce que du coup, les gens, ils se sentent plus à l'aise à l'idée de souffrir. En fait, même ils souffrent moins. Ils souffrent moins quand on les étire. Mais on sait aussi qu'ils tolèrent mieux, voilà. Alors, c'est deux choses différentes. Tolérance, c'est tu encaisses mieux. Tu souffres autant, mais tu peux encaisser de souffrir plus. Et par contre, il y a la sensibilité qui va être différente aussi. Tu as les deux choses qui vont... Ils sont moins sensibles aussi. Ils sont moins sensibles et tolèrent mieux. Voilà. Tu as les seuils de sensibilité et les seuils de tolérance. Oui, je vois tout à fait. J'ai oublié, tu voulais parler de cette étude, je crois. Tu en as parlé, enfin de ce papier. C'est pas une étude,
Ah, exact. Ouais. C'était un truc que j'avais vu passer. C'est un seul auteur, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plus l'opinion d'un auteur qui disait que Bah, voilà, qui dit que qui essaye de défendre l'idée de retirer la flexibilité comme une composante majeure de la santé physique, physical fitness. Et son argument, c'était que quand on regarde la plupart des autres composantes majeures de la physical fitness, c'est la force, c'est l'endurance musculaire ou cardiovasculaire, etc. Je ne sais plus lesquels autres. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une causalité directe avec la mortalité, avec les chutes, avec d'autres problématiques, ce qui n'est pas forcément le cas de la flexibilité. Et donc, du coup, son argument était de se dire, est-ce qu'on peut vraiment mettre la flexibilité au même rang en termes d'importance pour la santé que le fait de garder de la force ou de garder de l'endurance ou d'avoir une bonne endurance cardiovasculaire? Et en gros, il propose que non, que c'est moins important et que c'est pas forcément à mettre au même plan, quoi. Donc je trouve le truc intéressant. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah écoute, en toute sincérité, ça dépend ce qu'on appelle. Là, du coup, c'est vraiment dire est-ce que tu es physiquement capable, on va dire physiquement potent. Parce que pour le coup, tu as quand même des choses qui sont en lien avec la souplesse qui peuvent être importantes. Genre être capable de mettre ses chaussettes debout, tu vois, ça fait partie de la souplesse. Être capable de mettre ses lacets sans avoir besoin de s'accroupir, ça fait partie de la capacité physique et ce genre de choses. Donc, sans avoir besoin de s'accroupir? Genre en gros juste oui. Oui, tu te penches en avant, voilà. Tu te penches en avant. Ah oui, d'accord. Ok. Pour mettre tes lacets, si tu peux te mettre tes lacets en restant debout et jambes tendues et penché en avant, je pense que bah, tu as des capacités physiques supérieures à d'autres personnes, quoi. Je veux dire, donc... ok. Effectivement, présenté comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont pas en rapport avec la performance. Quoique, à la limite, je pense que tu as quand même des sports de performance qui ont besoin de souplesse, hein. Genre, Ouais, effectivement. Mais alors, est-ce que là, je crois que le physical fitness, je me demande si c'est pas forcément dans un sens performance sportive, mais plus dans le sens forme physique, santé, quoi. Ouais, bah alors pour le coup, j'ai répondu. Je pense que ça fait partie d'une certaine forme physique. On a une question. Est-ce que on a présenté des études montrant l'effet d'exercice de mobilité sur la douleur? Et si oui, quel type d'exercices sont utilisés? Merci beaucoup. Si on résume, globalement, les exercices de mobilité ont des effets sur la douleur, probablement pas plus que la plupart des autres exercices. Les mécanismes sont probablement pas liés au fait qu'on améliore la mobilité, mais peut-être qu'il y a d'autres mécanismes. Je sais pas si j'ai résumé. Bah, je pense que tu as résumé. Ah si, on avait dit aussi que dans les méta-analyses en réseau, les exercices de mobilité, genre pour la lombalgie, ça marchait, mais ça faisait partie des pires exercices. Et dans les comparaisons, alors vraiment, vous inquiétez pas trop quand même des méta-analyses en réseau, parce qu'ils utilisent beaucoup de comparaisons indirectes pour l'instant, vu qu'on n'a pas beaucoup d'études avec des comparaisons directes. Et dans les comparaisons directes, on n'a jamais ce genre de résultats, ou rarement. Donc du coup, ça laisse pantois sur comment est-ce que c'est vraiment important ou pas d'avoir ça. On a une question très intéressante de Elliot. Quel niveau d'étirement il faut pour pouvoir avoir un gain d'amplitude? Quel niveau de douleur? Ouais. Quel niveau de douleur, ouais. De douleur ou de gêne doit-on amener la personne? Et ça, je ne sais pas répondre. Moi, dans les vidéos qu'on voit, ils ont l'air de dire qu'il faut que ça fasse mal quand même. Ouais, mais alors, moi, dans les études que j'ai lues, non. Et voilà, moi je préfère les études, donc vas-y, raconte-nous. Dans cette étude-là, ils ont fait un protocole, ils ont testé les effets des étirements sur la tolérance à l'étirement et sur la sensibilité de la douleur. Et du coup, ils ont utilisé deux types d'étirements. Ils ont utilisé un étirement où du coup, ils ont comparé... ils ont dit on va étirer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et l'autre étirement, c'était on va étirer jusqu'à ce qu'on sente que ça étire. D'accord. Et bah du coup, tu n'avais pas de différence entre les deux. Voilà. Donc, pas de différence sur c'est quoi qui était évalué? C'était la douleur ou c'était l'amplitude, les gains d'amplitude? La sensibilité à la douleur. Donc tu avais la sensibilité à la douleur locale, la sensibilité à la douleur disséminée. Et tu avais aussi du coup l'amplitude à partir de laquelle ça faisait mal quand tu étirais. Donc en fait, ce que tu veux, en fait, changer la tolérance à l'étirement. C'est-à-dire qu'il pouvait aller plus loin avant que ça ne fasse mal. Ouais. Et probablement que tu as une saturation assez rapide de tes effets. C'est-à-dire qu'en gros, ça sert à rien d'insister de plus en plus parce qu'en fait, finalement, tu as ton effet, tu as un effet plafond. C'est la meilleure donnée que j'ai pour répondre à cette question. Si on doit répondre à ça, a priori, effectivement, a priori, tant que tu sens que ça tire, tant que tu sens que ça tire, ça aura des effets. Après du si coup, t'aimes te faire mal, c'est ton problème. Ça dépendra beaucoup des outcomes qu'on va chercher, hein, mais voilà. On a une question qui est pas très fournie, c'est yoga, pour interrogation. Du coup, Réponse, pourquoi pas.
sur ce que tu veux, hein. Genre pour améliorer la douleur, oui. Pour améliorer l'amplitude, oui. Pourquoi pas. Est-ce que ça diminue le risque de se blesser par rapport aux autres sports? Non. Apparemment, t'as des quantités de blessures qui sont similaires, voire légèrement supérieures au yoga que dans les autres sports. Ouais, non, mais encore une fois, légèrement supérieur, c'est probablement des bruits statistiques. D'accord. Des données sur la flexibilité nerveuse, point d'interrogation. Est-ce que, Agrasson, tu peux nous expliquer ce que tu entends par flexibilité nerveuse? C'est genre la capacité qu'on a à gagner en amplitude des nerfs? Parce que là, pour l'instant, jusqu'à présent, moi j'avais la notion que quand tu tirais un nerf qui y arrivait bien, tu avais une neurapraxie derrière. C'était ton nerf, il fonctionnait moins bien. Donc voilà la donnée que j'avais jusqu'à présent. Avez-vous une hiérarchie des modalités d'exercice à proposer? Oula. Pourquoi? Toujours pareil, pour quel objectif? Alors, moi j'ai une hiérarchie. En premier, c'est ce que le patient a des attentes positives envers. Et ensuite, c'est ce que moi j'ai des attentes positives envers. C'est ma hiérarchie. C'est surtout basé sur les attentes. Il n'y a pas de modalité qui semble supérieure largement aux autres. Après, j'aurais tendance à penser que selon la situation clinique du patient, je ne peux pas proposer le même type d'exercice. Un patient qui a de l'inflammation circulante, donc de l'inflammation de bas grade, je vais peut-être probablement un syndrome métabolique, tout ça. Donc en gros, tu fais des prises de sang, tu peux mesurer qu'il y a plus de marqueurs inflammatoires dans son sang. Je vais probablement lui proposer des trucs type à bonne intensité métabolique, donc type aérobique ou type high intensity interval training. Tu vois, donc ça c'est une modalité. Par contre, quelqu'un qui va avoir un nerf qui est irrité, je vais éviter les exercices qui vont étirer les nerfs. Par contre, je vais bouger à fond sur la muscu, parce que la muscu elle semble avoir des effets légèrement supérieurs sur la neuroinflammation. En tout cas, c'est possible. Voilà, c'est un peu l'idée. Je ne vais pas pouvoir tout faire là. Moi, c'est mon idée. La capacité linéaire à être plus éthérable, par exemple, dans l'idée, par exemple, d'avoir moins de sensibilité mécanique. Ah, alors, donc la sensibilité mécanique, c'est pas le nerf qui devient plus étiré, qui s'allonge, hein, comme tout le reste. La sensibilité mécanique, elle est probablement en lien avec la création de capteurs dans le nerf. Alors, des capteurs à la pression, des capteurs aux contraintes mécaniques. Quand ton nerf il a une rupture du transport axonal, il va développer de nouveaux récepteurs dedans. Et c'est ça qui va faire qu'il va être plus sensible mécaniquement, entre autres. Il y a aussi des effets inflammatoires, tout ça, voilà, ce genre de choses. Mais il y a des effets au niveau de la moelle épinière. Mais donc, du coup, quand tu vas faire des contraintes mécaniques, tu vas changer ces nerfs-là. Donc, il vaut mieux éviter de faire des contraintes mécaniques trop intenses, donc il vaut mieux éviter les étirements, voire même la neurodynamique. Dans un premier temps. Donc ça, vaut mieux éviter. Quand tu as un truc qui est mécanosensible, vaut peut-être mieux éviter la neurodynamique. Et dans ce cas-là, moi, je ferais plus de la muscu. Mais c'est mon idée. Probablement que d'autres feraient autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Élie? Je trouve ça rigolo parce qu'effectivement, neurodynamique, il me semble que ça a pas mal été présenté comme intéressant quand il y avait de la mécanosensitivité, il me semble. Ouais, mais du coup, ça a été... Enfin, il y a des données depuis. Oui, c'est-à-dire ça. Mais je sais que je repense au bouquin Mobilization of the Nervous System qui a des années et qui... Ouais, c'est 2012. Qui, du coup... 2012 Ah, je pensais que c'était plus vieux que ça. Peut-être 2007, ouais, j'ai peut-être un doute. On parle du coup du bouquin de Butler. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oui, il montrait plein d'exercices de mobilisation de neurodynamique, effectivement. Et à l'époque, moi aussi, je m'étais dit, waouh, c'est incroyable. Dès qu'il y a de la neurosensibilité, la mécanosensibilité du nerf, bah, hop. Mais effectivement, c'est pas toujours. Finalement, c'est pas forcément pertinent. En fait, il y a une étude qui va dire que quand tu as de la mécanosensibilité, c'est une bonne idée pour faire de la neurodynamique. Ah non, c'était le Lance qu'ils utilisaient. Désolé, je raconte une bêtise. Le Lance, c'est un questionnaire type... c'est un peu comme le DN4, mais c'est une version... Le DN4, c'est franco-français. Okay. Ça a été traduit à l'étranger, ça marche très bien à l'étranger, mais ça a été développé en France, le DN4. Et donc, du coup, à l'étranger, ils ont développé d'autres questionnaires, dont le Lance, LAN2S. C'était quoi l'étude déjà? C'était l'étude de Schaffer en 2011. Et du coup, en fait, ils avaient vu que quand tu avais des trucs qui ressemblaient à un problème neuropathique, faire de la neurodynamique, c'était une bonne idée. Sauf que le problème, c'est que cette étude-là, elle n'a pas pris des gens qui avaient des problèmes de nerfs et fait neurodynamique ou un autre traitement. Ils ont juste vu, est-ce que les gens à qui on a des problèmes de nerfs, ils s'améliorent mieux avec le traitement neurodynamique que les autres. Et donc, du coup, ça permet... Les autres, il n'y avait pas de traitement ? Les autres, c'est aussi neurodynamique, je crois. Mais du coup, l'idée,
Oui, d'accord. L'idée, c'est que du coup, tu peux pas savoir si c'est parce que les gens qui ont de la mécanosensibilité et qui ont une douleur en cause de la mécanosensibilité, ils s'améliorent déjà naturellement mieux que les autres, tu vois. Ouais. Ou si c'est vraiment le traitement qui est adapté pour eux, tu vois. Ouais. Et donc, tu as une méta-analyse qui est sortie, je sais plus c'était quand. Pouf. Je vais avoir besoin de chercher dans ma truc. Si tu peux meubler en attendant. Je vais répondre à une autre question. Tu me Vas-y. diras, enfin, du coup, si tu es en train de chercher en même temps, je sais pas dans quelle mesure tu pourras valider ou pas. Uncle Busta sur Instagram qui posait la question pour les sportifs type sprinter qui nécessitent une forte raideur tendineuse, est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler leur souplesse également? Adaptation mécanique uniquement ou adaptation neurologique? Alors, je comprends pas la fin de la question, mais je pense que voilà, le corps de la question, c'est effectivement pour les gens qui ont besoin d'une forte raideur tendineuse, est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler leur souplesse? Bah, on l'a évoqué tout à l'heure. Sur le cas de la. En tout cas, du sprint, ça semble. Tu disais qu'il vaut mieux rester raide, effectivement. Ça semble avoir un intérêt en termes de développement de force rapidement, donc changement de direction, donc accélération aussi. C'est ce que j'avais compris de ce que tu m'as dit, en tout cas. Bah écoute, moi je m'avance pas spécialement beaucoup. Je sais Ouais. que logiquement c'est logique. Après, est-ce Ouais. que ça a été testé? Tu D'accord. vois. Ok. Du coup, c'était juste en fait, c'était mon stagiaire, je t'avais dit, que du coup, lui, il se disait que. Oui. Au basket, Enfin, lui, il voulait s'étirer, mais il n'avait pas forcément réfléchi à pourquoi. Tout à fait. Moi, j'ai pas l'étude là sous la main. Tant pis, c'est pas grave. Je revérifierai pas Je sais que maintenant, je suis pas capable de chercher dans ma liste d'études en même temps que je fais un live. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents étirements sur la douleur, différents types d'étirements? C'est une question qui est super pertinente. Hein. Ce serait bien que des chercheurs se saisissent de cette question pour vérifier. Parce que pour l'instant, ils ont fait différents types d'étirements pour augmenter la mobilité. Et du coup, c'est surtout la modalité. Apparemment, la meilleure modalité, c'est 30 secondes d'étirement. 5 fois 30 secondes. Voilà, pas plus. Il me semble que c'est ça. Prenez ça avec votre pincette à pincette. Parce que là, pour le coup, c'est sur des données qui sont pas ultra solides. Après, sur la douleur... Et c'est pas parce que je suis ignorant, c'est parce que, à ma connaissance, je pense que ça n'a pas été étudié. Tu vois, donc... Est-ce qu'on a des questions, là? Parce que j'ai vu que plusieurs interventions dans le chat. J'ai vu des trucs rigolos. Balle de tennis contre le mur. Oh là, c'est encore pour le piriforme là. Ils sont partis là-dessus. Hein. Là, vraiment, ils ont décidé de... c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu des posts sur le piriforme aujourd'hui. Enfin, oui, hier, je sais pas. Et donc, du coup, tout le monde en parle parce que le post, il dit le syndrome du piriforme, ça existe, t'inquiète, frère. Parce qu'il y a des différentes conformations anatomiques qui existent et du coup, ça existe. Pire que ça, c'est j'ai pas lu le post. L'intitulé du post, c'est résumé des connaissances scientifiques actuelles. Et puis derrière, il y a 0 source. Et on se dit, oh mince, quel dommage, j'aurais bien aimé les voir. Et voilà, donc du coup, c'est un peu parti en tempête de caca, comme on dit en français, parce que certains disent, bah non, pas du tout. Et d'autres qui disent, bah si, bien sûr que si. Regarde, moi, mes patients, mes clients, quand je leur fais faire des étirements ou que je leur ponce les fesses avec mon coude, et ben après, ils ont moins mal. Donc c'est bien la preuve que le syndrome du piriforme existe. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Qu'as-tu à en dire, toi? Qu'est-ce que j'ai à en dire? Bah, en tant qu'ostéo, c'est un truc qu'on m'a appris il y a longtemps, quand j'étais étudiant, à savoir le piriforme. Et ben, en fait, des fois, il y a des... Le piriforme peut venir être trop contracté, il vient appuyer sur le nerf sciatique, et donc ça fait mal, ça fait des symptômes un peu type sciatique, mais en fait, c'est pas vraiment le nerf sciatique, c'est le piriforme, donc il faut aller détendre le piriforme, il faut aller l'étirer, il faut aller le masser, ce genre de choses. Mais on m'a dans la foulée appris qu'en fait, bah non. Direct à l'école ou Je sais plus si c'était direct à l'école ou c'était juste après, mais moi je pense que c'était direct à l'école, mais j'ai un cheat code, c'est que dans mes enseignants, j'avais Laurent Fabre. Ok, d'accord. Ok. Voilà, Laurent Fabre, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un ostéopathe. Je l'ai eu chaque année en formation durant mes 5 années d'études, donc ça a aidé. Donc c'est un ostéopathe qui a publié d'ailleurs, qui a participé à plusieurs publications dans le domaine de la douleur. À la base, il faisait beaucoup d'anatomie, et maintenant il est formateur sur la douleur, et notamment sur les douleurs de nerfs. Et ce qu'il les expliquait, c'est que en fait, le sciatique, il est épais comme notre pouce. Le piriforme, c'est un muscle qui est tout fin et qui, a priori, c'est peu probable qu'un muscle comme ça soit capable de venir comprimer un nerf, surtout qu'un nerf, c'est fait beaucoup de... C'est gras, en fait. Hein. Quand on dissèque et qu'on essaie de choper un nerf, ça glisse tout le temps. Donc, pour aller comprimer un nerf, il faut, a priori, plutôt des structures osseuses.
genre un foramen intervertébral où il y a de l'arthrose. Là, oui, ça pourrait être cohérent qu'il y ait une irritation mécanique. Mais dans un muscle comme le piriforme, ça l'est beaucoup moins. Voilà ce que j'en avais retenu. Donc c'est plus vraiment un truc, enfin de tout le temps où j'ai pratiqué, c'est pas un truc que je recherchais en fait chez mes patients, mais c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup, et par exemple dans certains posts qu'on peut voir passer sur Instagram. La problématique qu'il y a avec ça, c'est que la logique qui est derrière la solution n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire que si on part du principe que s'il y a une irritation du nerf sciatique parce que le piriforme, qui est donc un muscle dans la fesse, pour ceux qui ne voient pas, serait ou bien trop contracté, ou bien trop tendu, ou bien que sais-je, et ben en fait, ils vont essayer de se focaliser sur le fait de décontracter ou de détendre un muscle, ce qui, au passage, peut entraîner un truc assez paradoxal, qui est qu'on peut aller appuyer sur la zone, et donc potentiellement aller appuyer sur... si c'est le nerf qui est en réalité douloureux, on peut se retrouver à aller appuyer comme un bourrin sur un nerf qui est déjà un petit peu sensible, ce qui n'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Ce qui peut être utile, ça peut fonctionner. Genre, je veux dire, mettre de la contrainte mécanique sur un truc mécano-sensible, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, dans le tas, il y aura des gens qui sont contents. On est d'accord, ça casse pas pour de vrai, mais ça, non. Ça va augmenter les symptômes à court terme. Ça peut, voilà, tout à fait. Mais donc, du coup, il y a des gens chez qui ça soulage, mais le truc, c'est qu'il y a aussi plein de gens chez qui c'est pas le cas. Et donc, après, on peut avoir plein de témoignages de gens qui sont très contents de ce qu'on a fait. Ça veut pas forcément dire que c'est une bonne idée de le faire tout le temps, parce qu'on n'a pas forcément les témoignages des gens qui sont pas contents, ou alors on les montre pas. En fait, déjà, il y a un truc, c'est que, imaginez que vous avez les muscles qui écrasent le nerf, ok ? Qu'est-ce que vous faites ? Ce serait quoi la bonne stratégie pour ça ? On coupe le muscle, ok. Ah ouais. D'accord. Parce que manuellement, à ma connaissance, du coup, faire des étirements, on a vu que ça changeait pas les propriétés mécaniques des muscles. D'accord. Donc, du coup, à moins de limiter les exercices pour limiter la congestion, ce genre de choses, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire pour limiter, sans aller faire des coupes-coupes, limiter le truc. Donc, imaginons que ce soit vrai, on serait plutôt sacrément dans le caca. Donc, voilà. J'ai pas de données sur qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un muscle soit moins gros. Masser les muscles, est-ce que ça rend les muscles moins tendus ? Oui, mais il n'y a pas d'effet dose. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'effet dose, c'est en gros, masser 5 minutes, ça marche aussi bien que tout ça. Et donc, t'as pas besoin d'écraser et tout ça, tu fais des petits massages, et probablement que ça marche que parce que tu vas relâcher des petites hormones, genre l'hormone du câlin, l'ocytocine, qui fait que derrière, tu vas être plus détendu et tu vas arrêter de te contracter et tout ça, et probablement que ça n'a aucun rapport avec la mécanique. Et du coup, est-ce qu'on a besoin forcément de masser le truc pour changer ça ? Je crois pas. Et du coup, la question qui va se poser, c'est maintenant, est-ce que ça existe ? Et donc là, la question, c'est comment c'est que ça existe ? Comment vous savez ? Il y a des études qui ont été faites où on a pris des gens qui avaient le syndrome, donc même si tout le monde n'est pas forcément consensuel sur ce qu'on trouve dans le syndrome du piriforme, donc souvent, c'est des gens qui n'ont pas de trucs objectivables en imagerie. Et donc, du coup, pas objectivable en imagerie, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Si tu trouves pas rien en imagerie, ça veut peut-être dire qu'il n'y a rien allongé. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas rien côté debout. Ce genre de choses. Donc, c'est des gens qui n'ont rien en imagerie, qui ont des symptômes radiculaires au niveau de la jambe, qui sont plus ou moins gênés par du fader, ce genre de choses. Là. Le fadir, je crois. Bref, je sais plus du tout. C'est le fadir. Donc, c'est la rotation interne, la flexion, adduction, rotation interne de hanche. Et donc, du coup, si tu as ces choses-là, et ben là, tu dis, tu as un syndrome du piriforme. Donc, on a pris ces gens-là, et on a fait des analyses, et on a vu qu'effectivement, les gens, ils avaient des problèmes en lien avec les muscles. C'est des lésions qui vont faire gonfler les muscles. C'est des problèmes type tumeur, c'est des problèmes ce genre de choses. Donc, évidemment que, du coup, ça peut être important. Mais dans 2 tiers des cas seulement. C'est-à-dire que dans 1 tiers des cas, il n'y avait aucun rapport avec le piriforme. Donc, voilà. Et quand il y avait un rapport, en fait, quand il y avait un rapport, c'était probablement que c'était pas pour nous, quoi. Quand tu dis pas pour nous, c'est-à-dire pas traitable en thérapie manuelle ou en exercice, quoi. Ouais, en tout cas, c'est pas ce que je ferais. Ouais. T'as une lésion musculaire qui fait que t'as un œdème intramusculaire dans le piriforme. C'est pas la thérapie manuelle que je vais faire. Ouais. Il faut mettre une balle de tennis. Une balle de tennis encore. Ouais. C'est ça. Sur les lésions, c'est ce qu'il y a de mieux pour récupérer les lésions. D'ailleurs, c'est parce que tu fais quand tu te coupes la peau. T'appuies très fort dessus régulièrement pour cicatriser plus vite. C'est ce que tu fais sur ton doigt, là. Exactement, là. C'est pour ça qu'on a mis un pansement. C'est pour faire en sorte que j'appuie très régulièrement dessus pour que ça cicatrise mieux. Tout à fait. Bon, du coup, tu as autre chose à nous dire sur le syndrome du piriforme ou pas ? Oui, arrêtez d'étirer les muscles. Si vous avez un syndrome du piriforme, ça me semble ultra bête d'étirer le muscle.
Parce qu'on a vu que rappelez-vous, les contractures, on n'améliore pas les propriétés musculaires avec les étirements, et on n'améliore pas les amplitudes avec les étirements. Dans les contractures. Et les contractures, c'était les contractures typiquement comme celles que je viens de vous décrire. Donc si vous étirez le truc, vous faites juste écraser un peu le nerf entre le muscle et l'os. Et du coup, parfois le nerf, il dira ça va mieux. Parce qu'en fait, quand il est étranglé, il peut plus se plaindre. C'est pas pour autant c'est pas parce qu'il arrête de se plaindre qu'il va mieux, en fait. C'est genre... quelqu'un, ah j'ai mal, vous lui mettez un truc vous lui serrez très fort la gorge, il se plaindra plus. Est-ce que pour autant vous l'avez guéri? Je crois pas. Donc c'est pareil avec le nerf. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée d'étirer, mais bon, c'est ce que je pense. Et encore une fois, c'est ce que je pense, pas basé sur des études, mais basé sur des études, mais des études pas cliniques, mais précliniques. Donc sur voilà. Qu'est-ce qu'ils doivent faire du coup les gens concrètement? Déjà, penser à autre chose que le piriforme. Donc du coup de dire peut-être qu'il faudrait que je change la chimie du nerf, peut-être qu'il faudrait que je change la chimie de la zone, peut-être qu'il faudrait faire un peu d'aérobic, peut-être qu'il faudrait faire un petit peu de muscu, ce genre de choses. Peut-être qu'on peut essayer de chercher les positions, voir déjà aussi vérifier s'il y a des pertes de sensibilité, des pertes de fonction, des pertes de force. Et est-ce que cette perte de fonction, elle est modulable par la position du rachis? Est-ce que changer de position du rachis, s'asseoir, le tester allongé, le tester en flexion, le tester en extension, est-ce que ça fait gagner en fonction, perdre en fonction? Et dans ce cas-là, déjà, ça va vraiment changer les traitements qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Plus que c'est un syndrome piriforme, je le sais parce que du coup, c'est un syndrome et j'ai des symptômes. Donc du coup, ça doit être le piriforme, donc j'appuie sur le piriforme. Au final, on en revient un petit peu à notre discussion. La première discussion qu'on a fait ensemble sur est-ce que c'est pertinent de repérer le tissu spécifiquement ou pas. Là, en l'occurrence, le pire, c'est qu'on n'est même pas sûr que ce tissu-là, il soit souvent problématique. Tu vois. C'est ça. Bref, je pense qu'on a bien parlé de tout ça. Ouais. J'ai tenu des propos que je suis pas sûr que je validerai en me relisant, en regardant. Parce que du coup, j'ai dit un peu des choses en fonction de ma compréhension et pas forcément en fonction des études. Mais du coup, c'est cool. Non, la prochaine, tu veux qu'on annonce déjà ce qu'on va faire? Je sais pas, on a dit ce qu'on allait faire? Écoute, on a 2 options. La douleur sans nociception et faut-il faire disparaître l'ostéopathie? Ah ouais. Lundi 17 février. Écoute, bien. Moi ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Après le syndrome du PFA, on va parler du syndrome de Mienne. Non. On verra ça plus tard. Peut-être un prochain live. Je te fais, on va se noter ça.